Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'actualité à la une. Retour dans ce journal sur cette campagne haineuse de désinformation menée par l'extrême droite en France contre l'Algérie, notamment au sujet d'une prétendue aide financière française pour Alger. Une campagne dénoncée toutefois par certaines personnalités politiques en France. Le ministre de la Santé remet un message écrit du président de la République Abdelmadjid Tebboune au président congolais. Démarche traduisant la volonté commune d'approfondir la coopération et de renforcer le partenariat stratégique. Économie dans ce journal avec la construction de complexes frigorifiques à Tizi Ouzou, des dispositifs qui doivent contribuer à la régulation des prix des produits de première nécessité et assurer leur disponibilité. Économie circulaire, l'exemple d'une start-up algérienne spécialisée dans le recyclage, une démarche écologique mais aussi un levier pour l'économie. À l'étranger, au Maroc, le peuple s'indigne et manifeste contre le mépris du Mersenne qui ignore ses revendications socio-économiques et son rejet total de la normalisation avec l'entité sioniste. Et nous terminons avec des images exceptionnelles de la poudreuse de plusieurs centimètres dans différentes villes du pays. Un paysage blanc, immaculé, attendu par les habitants depuis quelque temps déjà. Bienvenue à tous. Lors d'une réunion élargie présidée par Salah Goudjil, le bureau du Conseil de la Nation a affirmé que les relations algéro-françaises marquées par les manœuvres du courant d'extrême droite, qui entretient un climat de parade qui reflète sa haine viscérale envers tout ce qui est algérien, et ce en su des tentatives de mobiliser le peuple français par la voie de campagnes tendancieuses, à l'instar de pseudo-aides financières octroyées à notre pays afin de porter atteinte à l'Algérie. Le bureau a interpellé à l'occasion ceux qui occupent les devants de cette campagne empreinte d'analphabétisme historique et politique et ceux qui agissent dans l'ombre. Rappelons que l'Algérie, depuis la guerre de libération, a toujours refusé de s'inscrire dans un langage de haine et d'inimité comme il a toujours distingué entre le peuple français et le colonialisme français. Et dans ce même contexte, justement, la partie xénophobe de la France a Et justement, la partie xénophobe de la France appelle ces derniers temps à des mesures punitives contre Alger, notamment le retrait d'une prétendue aide française au développement à l'Algérie. Cette soi-disant aide n'existe que dans l'imaginaire de cette France raciste, car il s'agit en réalité de crédits accordés aux entreprises françaises pour garder leur part du marché en Algérie. C'est ce que nous dit dans ce papier Amel Bouarba. Regardez. Dans une campagne honteuse tendant à dénigrer l'image de l'Algérie, la partie xénophobe, chauviniste et raciste de la France appelle à supprimer une prétendue aide au développement. Une soi-disant aide qui n'existe que dans l'imaginaire de cette France à laquelle l'Algérie souveraine et indépendante est restée en travers de la gorge. Les faits sont là, la même France revancharde et haineuse avait proposé en 1994 de mettre fin à ce qu'elle présentait indûment comme une aide française au développement de l'Algérie. En réalité, il s'agissait de crédits fournisseurs qui aidaient les entreprises françaises à sauvegarder leur part du marché algérien.
L'Algérie avait alors pris les devants et annoncé elle-même officiellement qu'elle renonçait définitivement à ce mécanisme de financement des exportations françaises, présenté faussement comme une aide à l'Algérie. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Les chiffres sont éloquents. Il y a dans l'économie algérienne des exportations françaises dont le montant s'est élevé en 2023 à 3,2 milliards de dollars. Il y a aussi dans l'économie algérienne des investissements français dont le stock est de 2,5 milliards de dollars, très loin de rivaliser avec les principaux investisseurs étrangers en Algérie, à l'image des États-Unis, de la Turquie, de l'Italie, du Qatar, du Sultanat d'Oman, de l'Égypte et de tant d'autres pays amis. Il y a enfin dans l'économie algérienne le bénéfice à outrance de la commande publique algérienne qui se monte à des milliards de dollars et qui a fait le bonheur de nombre d'entreprises françaises dont elle a sauvé certaines parmi les plus prestigieuses de faillite annoncée. Ces chiffres illustrent la réalité de l'implication française dans l'économie algérienne, loin des déclarations mensongères véhiculées par la France. Au titre de l'année 2022, les statistiques de la Commission européenne indiquent que le montant global de cette soi-disant aide s'établit à près de 130 millions d'euros, c'est-à-dire bien loin du chiffre de 800 millions d'euros avancé dans la nébuleuse de la droite française. Du côté algérien, les estimations de la valeur des aides au développement reçues de la France n'excèdent pas les 5 millions d'euros. 80% de la soi-disant aide annuelle fournie par la France à l'Algérie ne quitte même pas le territoire français. Cette partie, dont la valeur totale dépasse les 106 millions d'euros, est affectée directement aux écoles et aux universités françaises en vue d'encourager ces établissements à accueillir les étudiants algériens. Les 20% restants de cette soi-disant aide au développement de l'Algérie sont orientés vers le financement d'actions qui servent principalement les intérêts de la France en Algérie. Des actions qui incluent entre autres la promotion de la langue et de la culture française, le soutien aux ONG françaises autorisées à opérer en Algérie, ainsi que la consolidation de la présence économique de la France dans notre pays. Autant dire que la prétendue aide publique française au développement de l'Algérie n'est autre qu'une opération de transfert de fonds de la France vers la France et au profit de la France. L'État algérien n'y gagne absolument rien et peut aisément s'en passer. Et justement, certaines personnalités politiques françaises dénoncent cette campagne haineuse de désinformation menée contre l'Algérie par l'extrême droite en France. C'est le cas notamment de l'ex-ministre Ségolène Royal qui a évoqué la dette morale qu'avait Paris envers Alger en lien avec les crimes commis durant la colonisation que son pays ne reconnaît toujours pas. C'est un papier signé Amel Bouarda. Au moment où l'extrême droite française continue de déverser sa haine et de s'acharner sur l'Algérie, des voix s'élèvent dans le pays pour condamner les dérives des autorités françaises. Parmi ces voix qui ont gardé le sens de l'éthique et des réalités, celle de l'ancienne ministre et candidate aux élections présidentielles françaises, Ségolène Royal, qui a, lors d'une intervention sur un plateau de télévision, rappelé le passé colonial sombre de la France en Algérie, estimant nécessaire de rétablir ces vérités historiques pour pouvoir avancer sur de bonnes bases. On a une dette morale à l'égard de l'Algérie, parce que la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Et la décolonisation en Algérie a été atroce. On évoquait encore récemment les actes de torture de Jean-Marie Le Pen. Et donc, il ne faut pas oublier les dégâts que nous avons commis sur ce territoire, que nous avons colonisé parce qu'il y avait des ressources. Et donc la France s'est enrichie, les entreprises françaises se sont enrichies aussi sur l'Algérie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut revenir à des relations diplomatiques respectueuses les uns des autres, respectueuses de cette histoire. Des relations basées sur le respect mutuel avec un enjeu important, la question mémorielle sur la colonisation française en Algérie. L'aspect mémoriel doit être mis en avant. C'est-à-dire que, comme l'a fait à l'époque Jacques Chirac avec le Veldiv, il faut que la France reconnaisse ce qui s'est passé en Algérie. Et je pense que ce genre d'initiative qu'a mis en place Benjamin Stora avec certains autres historiens, il est important de le remettre en avant pour que vraiment les choses s'apaisent. Et je suis persuadé que cet aspect mémoriel, si chacun met quelque chose au bout de tout ça, ça arrivera qu'il y ait, je dirais, une
un positionnement très clair de l'Algérie, parce que l'Algérie demande depuis un certain temps de la reconnaissance de ce qui s'est passé par rapport à la guerre d'Algérie. Et c'est important que la France le reconnaisse, comme la France a reconnu le Veldiv par le président Jacques Chirac. De nombreuses voix sont également montées au créneau pour dénoncer ces dérapages, évoquant un climat médiatico-politique qui répond à un agenda caché de l'extrême droite et des nostalgiques de l'Algérie française. Ces partis obsédés par l'Algérie ne ratent pas une occasion pour déverser leur venin sur notre pays, allant jusqu'à glorifier le rôle de tortionnaires connus comme Jean-Marie Le Pen, décédé récemment. Fondateur du parti de l'extrême droite, le Front National, ce bourreau s'était vanté d'avoir pratiqué la torture durant la guerre de libération nationale. Le peuple de France a battu l'extrême droite car il se rappelle de quelle voie elle est faite. Nos concitoyens se rappellent que Jean-Marie Le Pen a fondé son parti avec d'anciens Waffen-SS et qu'il a torturé en Algérie, qu'il est un raciste patenté, un ennemi de la République. La participation de 15 députés du Rassemblement national à 2 groupes Facebook ouvertement et profondément racistes nous rappelle qu'ils n'ont pas rompu avec cette origine. Jean-Marie Le Pen n'est pas un combattant dont on peut saluer la disparition. Dans les faits, la France, qui se prétend le porte-étendard des droits de l'homme et des libertés, est rattrapée par son passif colonial et les atrocités commises durant 132 ans de colonisation. Des crimes odieux contre l'humanité que la France refuse aujourd'hui encore de reconnaître. Et justement, toujours au sujet de ces crimes, nous revenons à présent sur l'une des pages les plus sombres du colonialisme français en Algérie, les massacres du 8 mai 1945, une tragédie qui s'est déroulée à Guelma, Sétif et Kharata et qui a fait des dizaines de milliers de martyrs, des victimes d'une répression sanglante de manifestations pacifistes par la France coloniale. C'est un sujet signé Malim Damis. La France a commis des massacres jamais perpétrés ailleurs. On ne lui pardonnera jamais. Le 8 mai 1945, une date marquée par l'horreur de la répression coloniale française. Alors que la France fêtait la victoire des Alliés contre le nazisme, son armée massacrait des milliers d'Algériens sortis manifester pour une Algérie libre et indépendante. Surnommée le Mardi Noir, cette journée a fait plus de 50 000 martyrs, tués brutalement par les forces coloniales françaises, dans ce qui restera l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire coloniale. Tout avait pourtant commencé pacifiquement le 1er mai 1945. Des manifestations furent organisées pour rappeler à la France ses engagements d'accorder l'indépendance à ses colonies en échange de leur participation à la guerre contre le nazisme. Portant des slogans réclamant l'indépendance de l'Algérie et la libération de tous les prisonniers algériens, ces rassemblements ont été violemment réprimés. Les régions de Sétif, Kharata, Guelma et leurs environs furent particulièrement touchées par cette barbarie. Les forces coloniales françaises ont utilisé tous les moyens de violence pour réprimer les manifestants, détruisant des villages entiers et semant la terreur. Le premier martyr fut Bouzid Saal, un jeune de 22 ans, tué à Sétif alors qu'il brandissait le drapeau algérien lors d'une manifestation pacifique. Sa mort a marqué le début d'une vague de brutalité où la France noya les aspirations des Algériens à la liberté dans un déluge de sang. Des milliers de personnes furent tuées et les chefs révolutionnaires tels que Messali El-Hadj et Bachir Ibrahimi furent arrêtés. Mais loin de briser l'esprit de résistance, cette brutalité renforça la détermination du peuple algérien, qui réalisèrent qu'il n'y avait plus de place pour le dialogue et prirent conscience que seule la lutte armée pourrait leur garantir l'indépendance. Nous en parlions en titre coopération à présent. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre de la Santé a été reçu hier à Kinshasa par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans le cadre de la visite qu'il effectue. Abdelhak Saihi a remis un message écrit du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue congolais dans une démarche qui traduit la volonté politique commune d'approfondir les liens de coopération entre les deux pays et de renforcer le partenariat stratégique face aux défis régionaux et internationaux. À son tour, le président de la République
démocratique du Congo a salué le rôle pionnier de l'Algérie sur la scène africaine dans le cadre de son engagement à renforcer la solidarité entre les pays du continent et à appuyer les processus de développement, de paix, d'indépendance et d'indépendance des peuples. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du ministre de la Santé. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent, et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste, et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Coopération toujours dans le cadre de la visite qu'elle effectue à Djouba, capitale du Soudan du Sud, dans sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Selma Barta Mansouri, a été reçue par le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir. La secrétaire d'État a remis un message écrit du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son homologue sud-soudanais, lui transmettant ses salutations fraternelles et réaffirmant sa ferme volonté de renforcer la coopération bilatérale et de contribuer à la réalisation de la sécurité et du développement au Soudan du Sud. De son côté, le président Salva Kiir a exprimé sa gratitude pour cette visite qui reflète la profondeur des relations d'amitié et de solidarité entre les deux pays et a salué le rôle positif joué par l'Algérie au niveau africain, notamment le soutien constant qu'elle apporte au peuple du Soudan du Sud. Et représentant le président de la République, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Biga, a assisté à Maputo, en République du Mozambique, à la cérémonie d'investiture du président élu, Daniel Francisco Chapo. Il y a eu également réunion du gouvernement ce mercredi, présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui, une réunion consacrée à l'examen du cadre réglementaire relatif à l'inventaire des richesses forestières nationales et des différents plans de développement, d'aménagement et de gestion qui en découlent, devant permettre d'assurer une meilleure gestion et une exploitation durable du patrimoine forestier national. Le gouvernement a également entendu une communication sur les résultats des assises nationales sur la réforme de la formation professionnelle, afin d'assurer la modernisation de ce secteur et renforcer son attractivité en adoptant des solutions adaptées aux exigences économiques et sociales. Et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République relatives au renforcement de la sécurité hydrique et l'augmentation du taux de récupération des eaux usées et leur orientation vers les secteurs agricoles et industriels, le gouvernement a examiné l'évolution d'importants projets dans le secteur de l'hydraulique, tels que le projet d'approvisionnement des habitants de Béchar, Abadla et Knetsa à partir des eaux souterraines du champ de captage El Gatrani, commune de Bniounif, et la réalisation des 2 stations d'épuration des eaux usées de la ville de Béchar et de la ville nouvelle de Bouinen Ablida. Enfin, le gouvernement a examiné les moyens de développement du cadre réglementaire relatif aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux. Renforcer les investissements dans les wilayas du sud du pays pour satisfaire les besoins de la population de ces régions, c'est le but de nombreux investissements à Adrar, avec une large opération de récupération de plusieurs entreprises par des groupes comme Agrovid ou encore JICA. Ces groupes qui activent dans différents domaines soutiennent l'économie nationale et renforcent le tissu industriel, nous dit Mariam Damis dans ce papier. La wilaya d'Adrar compte de nombreuses entreprises économiques récupérées par l'État. Objectif, relancer leur activité à court terme pour appuyer le développement, préserver les droits des travailleurs et créer de nouveaux emplois. C'est une démarche louable. Cela a permis de revaloriser les salaires des employés, d'améliorer leurs conditions de travail et par ricochet améliorer la productivité. Les travailleurs ont pu regagner leur poste, notamment dans les entreprises récupérées par des opérateurs publics tels que le groupe Agrodiv, qui a permis à de nombreux employés de garder leur travail et à leurs familles d'avoir encore une source de revenus. Un autre projet a été confié au groupe Agrodiv, celui d'une exploitation agricole destinée à la production de 150 000 tonnes de coton, 50 000 tonnes de fruits et légumes,
avec à la clé la création de 4000 emplois. Ce projet permettra la création de 400 emplois directs et environ 700 emplois indirects, soit un total de 1100 postes qui seront créés au profit des habitants de la région. Parmi les plus importantes entreprises récupérées figure une cimenterie et 6 briqueteries dans la région d'Aoulef, dont la propriété a été transférée au groupe JICA dans le but de produire les matériaux de construction nécessaires aux nombreux projets de développement lancés. L'État a procédé à la saisie et à la récupération de biens économiques conformément aux orientations du président de la République. Dans toutes les unités que nous avons visitées, une forte volonté et une grande détermination de la part de toutes les parties ont été observées pour respecter les échéances arrêtées. Nous aspirons à faire de la wilaya d'Adrar un pôle industriel national. D'autres projets d'envergure ont également été lancés, tels que le projet Baladna, fruit d'un partenariat stratégique entre l'Algérie et le Qatar, et qui vise à produire environ 50% des besoins du pays en poudre de lait et en lait infantile, avec un investissement de 3,5 milliards de dollars. Pôle de stockage par excellence, la wilaya de Tizi Ouzou dispose d'une centaine d'entrepôts, tandis que plusieurs complexes frigorifiques sont en construction. Ces complexes serviront à réguler les prix des produits de première nécessité et à assurer leur disponibilité. C'est ce que nous dit Naïm El-Walish dans ce reportage. Dans le sillage de la régulation des produits de première nécessité, plusieurs complexes frigorifiques sont en train de sortir de terre dans la ville de Tizi Ouzou, comme ici à Mechras, près de Bourni. Doté de 6 chambres froides avec équipement dernier cri, ce complexe qui a une capacité de stockage de 8800 quintaux sera réceptionné dès mars prochain. Les chambres froides qui sortiront de ce chantier vont être ultra modernes. Dans un premier temps, il faut régler les appareils à 18 degrés de façon à ce que toute l'humidité du légume disparaisse. La température à 18 degrés avec les chambres. Un projet très important de création de complexes frigorifiques qui va dans le sens des orientations de Monsieur le Président de la République pour la création de 3 millions de mètres cubes à l'échelle nationale. Donc nous pouvons même dire que c'est un petit pas pour Bourni et un grand pas pour l'Algérie. Les oignons stockés là sont acheminés depuis Tiaret. Une fois que les chambres froides sont réglées entre 1 et 3 degrés, la durée de vie de l'oignon peut s'étaler sur 8 mois. Et le stockeur peut percevoir comme aide de l'État 2 dinars sur chaque kilo et sur chaque mois. Cet oignon brille, il est glacé, c'est ce qu'on appelle l'oignon à 7 pelures. Pour le déstocker, il faut impérativement un ordre de la DSA de Tizi Ouzou, sinon nous ne pouvons pas le déstocker. La régulation des produits de première nécessité comme l'ail, la pomme de terre ou l'oignon peut aider à stabiliser les prix en approvisionnant généreusement le marché et en évitant tout gaspillage. Véritable pôle de stockage, la wilaya de Tizi Ouzou dispose de 94 entrepôts, tandis que plusieurs complexes frigorifiques sont actuellement en chantier. L'économie circulaire est un modèle économique à développer chez nous. Certaines entreprises investissent ce domaine qui reste relativement vierge. L'exemple de Revadex, une start-up qui s'intéresse au recyclage, un besoin écologique mais aussi un levier pour notre économie. Voyons ça avec Amira Sefta dans ce reportage. Revadex, un acteur clé dans la valorisation des déchets. Fondée en 2019, cette start-up propose des solutions innovantes pour le tri sélectif des déchets dans les entreprises et les institutions. Leur outil phare, des boîtes de tri recyclables fabriquées localement. En proposant un service clé en main de tri et de recyclage des déchets de bureau. Et nous, donc, notre service et notre mission, c'est vraiment accompagner les entreprises à réduire leur impact environnemental de leurs activités quotidiennes, notamment en triant, en recyclant leurs déchets de bureau. Le recyclage en Algérie n'est pas seulement une nécessité écologique, c'est aussi un levier économique, avec un potentiel estimé à 100 milliards de dinars par an. Le secteur représente une opportunité stratégique. Cette entreprise sensibilise des milliers de salariés au recyclage, en collaborant avec plus de 150 entreprises. Nous, par exemple, en tant qu'une entreprise qui intervient dans le recyclage des déchets, on a cette mission aussi d'augmenter le taux de recyclage en Algérie qui est actuellement à 10%. Et ça, donc, en n'arrivant pas seul, c'est en sensibilisant les entreprises
en appliquant donc la réglementation en vigueur pour justement introduire l'économie circulaire dans les business models et dans les entreprises, que ce soit les entreprises tous secteurs confondus, l'entreprise publique, privée, nationale, internationale, donc présente en Algérie. Donc c'est très important actuellement de repenser notre modèle économique et de tenir compte des impacts environnementaux de nos activités humaines quotidiennes des entreprises. Une start-up qui s'inscrit dans cette dynamique en transformant les déchets de bureau en ressources valorisables. Une entreprise avec 100 employés, donc c'est déjà, si on calcule, c'est déjà une quantité considérable de déchets. Et selon l'Agence nationale des déchets, une étude a été faite en 2019, je crois, en 2019. C'est plus de 527 000 tonnes de papier de bureau qui pourraient être collectés chaque année en Algérie. Donc c'est un gisement considérable et nous, notre mission, c'est vraiment accompagner les entreprises dans cette démarche éco-responsable. Grâce à cette entreprise, plus de 2500 salariés sont impliqués dans un tri sélectif efficace, réduisant considérablement leur empreinte écologique. On fait la collecte chez les clients chaque semaine. Ensuite, on les note selon la qualité de leur tri. Par la suite, on vient décharger ce qu'on a récolté au niveau de notre centre de dépôt. La qualité de tri. On nettoie les sacs qu'on récolte. Ensuite, on les trie pour les envoyer à nos partenaires qui s'occupent du recyclage. En valorisant le recyclage et en sensibilisant les entreprises, cette start-up prouve qu'innovation et engagement peuvent faire la différence. Une initiative à suivre pour un avenir plus durable. Dans le monde, l'entité sioniste et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza après des jours d'intenses efforts diplomatiques. Entre-temps, le bilan macabre n'a cessé de s'alourdir. Au moins 27 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines ont été blessés ce mercredi dans des bombardements de l'armée sioniste contre la bande dont un enfant de 7 ans et 3 adolescents. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave s'élève désormais à 46 700 martyrs et plus de 110 000 blessés depuis le 7 octobre 2023. À l'étranger, toujours, la solution du conflit au Sahara occidental doit être fondée sur le principe du droit à l'autodétermination et du choix libre et souverain du peuple sahraoui, a affirmé le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse animée à Moscou. Le chef de la diplomatie russe a réitéré ainsi la position constante de son pays, pleinement alignée sur celle de l'ONU, qui souligne à chaque fois la nécessité de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple sahraoui. Au Maroc, une manifestation a été organisée dans la capitale danoise, Copenhague, pour condamner l'attaque violente contre le siège de l'ONU danoise, Global Action, solidaire de la lutte du peuple sahraoui pour l'exercice de son droit à l'autodétermination. Les manifestants ont parcouru les rues de la capitale du Danemark en scandant des slogans rappelant le droit du peuple sahraoui à la liberté. Pour rappel, les bureaux de Global Action dont étaient la cible d'une attaque au cocktail Molotov lundi dernier, accusant d'énormes dégâts matériels sur les lieux. Le Front Polisario a fermement condamné ce qu'il qualifie d'attaque odieuse qui devrait être comprise contre le contexte plus large de la politique du Maroc visant à réprimer les voix dissidentes. Et justement au Maroc, l'indifférence du Mersenne face aux revendications légitimes du peuple persiste. Les Marocains continuent de s'opposer fermement à la normalisation avec l'entité sioniste et à ses répercussions, à même de stopper toute tentative d'intrusion sioniste dans les différents secteurs du royaume. Ikram Qadi, Majda Jahmoun. Le régime du Mersenne continue de s'enfoncer dans la normalisation avec l'entité sioniste, ouvrant la voie à une infiltration sioniste qui touche désormais les profondeurs de la société marocaine. Ce rapprochement, loin d'être anodin, a bouleversé la vie du peuple marocain, totalement plongé dans la pauvreté, le chômage et une économie en ruine. Malgré les arrestations et les censures, la colère explose. Les Marocains investissent les rues pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de vie et réclament le droit à une vie décente. On n'a ni hôpitaux ni routes. Et pour vous dire, ici à Douiren, on n'a rien. C'est à peine si on a droit à l'oxygène. Je défie quiconque ose dire le contraire. Honte à vous tous.
Vous oubliez qu'il y a une mort et une faim. Je suis une femme et je trime comme un homme dans les marchés. Vous êtes sans pitié. Pendant ce temps, l'entité sioniste renforce son influence au Maroc, profitant d'un Barzane soumis et prêt à tout pour maintenir le pouvoir, mais oublie que c'est son identité qui est en jeu, son indépendance et l'avenir de son peuple. Retour en Algérie. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'ANP, le terroriste dénommé Ouled Cheikh Bey dit Abdelwahed s'est rendu aux autorités militaires de Borj Beji Mokhtar en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 13 éléments de soutien au groupe terroriste dans différentes opérations. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert lors d'une patrouille de reconnaissance au niveau du secteur opérationnel de Borj Beji Mokhtar une cache contenant une quantité considérable de roquettes et de munitions de différents calibres ainsi que des canons de fusil mitrailleurs et d'autres objets, alors qu'une autre cache a été découverte à Ouled Jellel contenant des explosifs et des outils de détonation dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 57 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 6 quintaux et 95 kg de kifs traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 4 kg de cocaïne et plus de 98 000 comprimés psychotropes ont été saisis lors d'autres opérations. À Tamarasset, Borj Beji Mokhtar, Janet et Ain Salah, les détachements de l'ANP ont arrêté par ailleurs 286 individus et saisi 54 véhicules, 211 groupes électrogènes, 125 marteaux piqueurs, 2 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils et détonations et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 20 autres individus ont été arrêtés et 7 fusils de chasse, un pistolet automatique, plus de 6700 litres de carburant ainsi que 8 quintaux de tabac et 63 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande. La spéculation ont été saisies lors de différentes opérations. D'autre part, 176 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Météo, avec ce BMS émis par l'Office national de météorologie, la neige continuera de tomber demain sur plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays, dans les reliefs dépassant les 1000 voire 1100 mètres d'altitude, placés en vigilance orange. Ce BMS concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Djidjel, Borj Bouarerij, Stif, Mila, Om Bouagui, Betna et Khenchla. Et justement, les régions de Tizi Ouzou et de Béjaïa ont connu d'importantes chutes de neige depuis la soirée de dimanche, recouvrant les villages d'une couche poudreuse de plusieurs centimètres. Un paysage blanc immaculé, espéré par les habitants depuis quelques temps déjà. Le travail pour la réouverture de certains axes bloqués par la neige continue par ailleurs pour la reprise le plus tôt possible de la circulation. Voyez ça avec Majda Jahmoun, regardez. Les hauteurs de la commune de Chlata à Béjaïa se sont parés d'un joli manteau blanc et ils étaient nombreux à sortir profiter de ce spectacle enchanteur. Ça fait longtemps qu'on attendait la neige. Elle est enfin là. Pour nous, c'est un symbole d'espoir qui augure d'une bonne saison. On a un pays au monde. Je vois la nature, je vois Jusqu'au village de Mazran, la route est dégagée. Sur la route nationale 26, reliant les wilayas de Béjaïa à Tizi Ouzou, les efforts se poursuivent jour et nuit pour assurer la sécurité des déplacements des usagers. Les équipes de la gendarmerie nationale sont également mobilisées sur le terrain pour garantir la fluidité du trafic. Nos équipes sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24. Nous intervenons sur 2 wilayas, Béjaïa et Tizi Ouzou. Les routes étaient quasiment impraticables. Les unités de la gendarmerie nationale du groupement territorial de Béjaïa ont permis la réouverture de la route nationale. Elles veillent à garantir la fluidité de la circulation et donnent des conseils aux usagers pour assurer leur sécurité. Nous rappelons aux conducteurs que notre page Facebook est disponible pour obtenir des informations sur l'état des routes.
Du côté des hauteurs de Felagilef à Tizi Ouzou, la nature s'est également habillée en blanc, offrant des paysages immaculés à couper le souffle. Yenayer commence très bien avec cette neige généreuse, c'est formidable. Felagilef est un site merveilleux qu'on est venu visiter. On aurait raté le spectacle pour rien au monde. Voir la neige nous fait énormément plaisir. Les routes sont ouvertes et nos enfants s'amusent. La gendarmerie veille à notre sécurité. Dieu merci, tout se passe bien. Face aux conditions météorologiques instables, des efforts constants sont déployés pour déneiger les routes et assurer la circulation des voitures. Du spectacle et prendre des photos pour immortaliser ces moments. Tous les moyens sont mobilisés pour permettre aux populations et aux visiteurs de passer des moments inoubliables en toute sécurité. Et avec ces belles images de la poudreuse, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information en langue arabe à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.